7 jours dans la savane, bienvenue à ce nouveau numéro, le tout premier du mois d'octobre. Nous sommes ravis de vous retrouver. L'élection des maires, désormais au suffrage universel direct, ainsi en a décidé la classe politique burkinabé, mais au dialogue politique qui s'est refermé mardi, il y a eu des accords quant à la période de prise d'effet d'une éventuelle modification du code électoral dans ce sens. Élection municipale au suffrage universel direct, quels avantages, quels inconvénients à la fois pour l'élu, pour l'électeur et pour la démocratie? Faut-il s'y engager dès 2022? L'on en parle dans Ça fait débat avec trois invités sur ce plateau. Taïrou Barry, président du MCR, le Mouvement pour le changement et la renaissance, un parti de l'opposition politique, sera également avec nous. Daniel Dahian, il est vice-président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Et enfin, Bernard Bougman, il est chef des desks politiques à True TV et à Watt FM. Mais avant, Ça fait débat, vous aurez sans doute les décryptages de l'actualité de la semaine avec Amadé Adamasoro et Alphonse Ouedraogo et l'édito de Soumaïla Rabo. Une fois de plus, bienvenue à tous. Et dans le décryptage cette semaine, le procès Thomas Sankara s'ouvre le 11 octobre prochain et le 2 octobre, date anniversaire du discours d'orientation politique du CNR, le comité d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara a tenu à Ouagadougou une conférence de presse au cours de laquelle un appel à la mobilisation autour du procès a été lancé. Les conférenciers ont également répondu à l'opposition politique qui a souhaité lors du dialogue politique l'abandon de poursuites judiciaires contre certains exilés pour faciliter leur retour au nom de la réconciliation. Écoutons à ce sujet le colonel Pierre Ouedraogo, dont les propos ont été recueillis par Fatih Sankara avant de retrouver Alphonse Ouedraogo qui est avec moi sur ce plateau. Nous avons attendu 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et enfin nous voilà à quelques jours de son ouverture. Pour nous, c'est le rendez-vous de la vérité et de la justice. Pour les membres du mémorial, c'est la porte de la justice des hommes qui s'ouvrira ce 11 octobre 2021 à 9h à la salle de conférence de Ouagadougou. Nous avons le privilège d'assister à l'aboutissement de cette longue attente. Et nous ne pouvons que rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour nous mettre debout aujourd'hui. Les acteurs de la société civile sympathisant de l'idéal du président Thomas Sankara souhaitent que ce projet soit enregistré pour servir d'outil pédagogique. Au mieux, il serait bon d'en faciliter la radiodiffusion. Parce que le procès, un tel procès après 34 ans, et dans le contexte national que nous connaissons aujourd'hui, où des individus veulent se faire justice eux-mêmes et qu'il y a des familles qui ont patienté pendant 34 ans et voient l'aboutissement, je pense qu'il n'y a pas une meilleure leçon de justice à donner à la population que de la permettre d'accéder au procès à travers la diffusion. Et c'est aussi une façon pour la justice de contribuer à l'éducation nationale dont la réforme est en cours. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. L'éducation au respect de la vie de la personne humaine. L'éducation au respect de la justice. L'éducation à la confiance à la justice. Pour le 11 octobre, nous appelons donc à une mobilisation populaire pour soutenir le procès. En ce qui concerne une déclaration de l'opposition, je ne sais pas si moi j'ai entendu la même chose que vous. C'est Maître Gilbert Ouedraogo qui a dit la suspension de certains procès. Il n'a pas dit le procès Sankara. Ça c'est une supposition. Ne faites pas dire à Maître Gilbert, qui est un avocat compétent, intelligent, ce qu'il n'a pas dit. Parce que vous voyez, il y a un processus. Il y a des juges qui ont travaillé,
qui ont pris toutes les dispositions et à quelques jours d'un procès arrêter le projet, je ne connais pas quels sont les mécanismes qui existent dans l'état de droit qui permettent de faire une telle chose. Et comment vous allez gérer maintenant la frustration de ces familles qui ont attendu pendant 34 ans. Des enfants qui avaient 3 mois, qui ont grandi dans l'espoir de ce procès. Comment vous allez les gérer? Je ne sais pas. Hein? Voilà. Et Alphonse Ouédraogo est avec moi pour traiter de cette actualité. Alphonse, pour le colonel Pierre Ouédraogo, le peuple burkinabé devrait se mobiliser autour de ce procès du dossier Thomas Sankara prévu pour le 11 octobre prochain. Il parle d'un procès qui doit, selon lui, être rediffusé ou diffusé en direct pour que ça serve de leçon à tous les Burkinabés. Il parle d'éducation, donc pour que ce soit un procès pédagogique pour tous les peuples burkinabés. Qu'en pensez-vous? Merci, je pense qu'il a tout dit, parce qu'un procès qui se tient 34 ans après l'assassinat du père de la révolution burkinabé, il faut dire que ce rendez-vous était très attendu. D'ailleurs, les membres du mémorial Thomas Sankara le qualifient d'historique, ce qui veut dire que c'est du jamais vu que nous allons donc voir dans les jours à venir. Alors, je pense que l'intérêt dans ce procès, c'est que non seulement elle va participer à la manifestation de la vérité, en plus de cela, elle va donner une leçon, comme le colonel Pierre Ouédraogo l'a si bien souligné. Alors, qu'est-ce que cela va changer dans notre façon de faire, dans notre façon de voir? Il est ici donc indiqué qu'après ce procès, les gens doivent se donner cette idée-là qu'il n'y aura plus de crimes qui vont rester impunis. Et ça, c'est très important si on est en démocratie, si nous aspirons donc à un changement, donner une leçon aux enfants d'aujourd'hui et même à nos petits-enfants, il faut nécessairement mobiliser. Et je pense que l'idée de retransmettre en direct ce procès est très génial. Donc ça va mobiliser davantage, ça va donner un écho et ça va en tout cas participer à la formation, à l'éducation, des valeurs liées à la justice, des valeurs liées à la bonne conduite, des valeurs humaines, qui est que plus jamais personne ne doit tuer l'autre parce que nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. Je pense que cet aspect est très important. Alors, ce que je peux constater aussi, que comme historique, comme il le souligne déjà, c'est que nous allons assister à la présence de l'épouse du père de la Révolution, Mariam Sankara, qui va venir. Donc, ça va donner encore un tonus à cet aspect, à cet événement, parce que ça va mobiliser davantage, non seulement la presse au niveau national et au niveau international. Thomas Sankara aujourd'hui, qui parle de Thomas Sankara, c'est quelqu'un, son nom traverse des frontières. Donc c'est un procès qui sera historique, comme ils le disent. C'est d'autant plus que beaucoup de pays ont copié le modèle de développement de Thomas Sankara, et tous ces pays-là vont se reconnaître dans ce qui se passe au Burkina Faso dans ce mois d'octobre. Donc je pense que réellement c'est historique. Peut-être l'autre élément ou l'autre effort qui reste à fournir, c'est de faire en sorte que les enfants de Thomas Sankara puissent aussi participer, assister à ce procès. Je pense que ce n'est pas encore tard. Ça va donner en tout cas une autre envergure à ce procès. Alors, ce n'est pas encore tard. L'autre sollicitation ou l'autre souhait du comité d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara, c'est que le procès soit retransmis à la télévision, dans les médias par exemple, pour que même ceux qui ne sont pas à Ouaga ou ceux qui ne peuvent pas y aller puissent suivre. Est-ce que cette requête va aboutir? Parce que pour le procès du putsch manqué, ce n'était pas facile, on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait rien enregistrer. Là, c'était au tribunal militaire. Encore, nous sommes devant ce même tribunal. Est-ce que cela sera possible, selon vous? À mon avis... Est-ce que c'est une bonne requête? C'est une bonne requête, mais dans la pratique, ça va être difficile. Vous savez que dans le procès, ce n'est pas tout donc qu'on peut filmer, qu'on peut enregistrer. C'est vrai, sous la Révolution, nous avons vu avec les TPR,
mais ça c'était dans un contexte bien donné. Aujourd'hui même les chaînes nationales, quand je parle de la ETB par exemple, ils ont quand même des programmes qu'il faut respecter. Ce qui veut dire que si vous tenez à faire diffuser le procès en direct, il faut annuler tous les programmes. Alors que vous avez signé des contrats avec des partenaires qui attendent, donc ça va jouer. Voilà pourquoi je dis que dans la pratique, ça ne sera pas possible. Maintenant qu'on autorise les journalistes qui le veulent à faire des enregistrements, à par moment pouvoir filmer des parties du procès qui intéressent et qui pourraient intéresser le public. Moi, je pense que dans cet aspect-là, ça peut être intéressant. Sinon, s'il faut diffuser tout le procès, peut-être les radios peuvent le faire, certaines radios peuvent le faire, mais tout le procès du début jusqu'à la fin, ça va être difficile. Il faut assister à un procès pour comprendre que on a bien raison de ne pas diffuser certaines choses parce que souvent dans la salle c'est houleux. Donc je pense qu'il faut servir au public ce qui est nécessaire. Ce qui est attendu ici, c'est l'issue du procès. C'est l'issue du procès, c'est l'expression des différentes parties, c'est les éléments qui vont donc concourir à la manifestation de la vérité. Je pense que c'est ça qu'il faut saisir et il faut attendre le verdict. C'est le plus important. Vous dites quand même qu'il faut permettre aux médias de filmer. De filmer, voilà, de prendre... Que ce ne soit pas comme ça a été... Oui, comme ça a été pour le putsch, où pour avoir accès à la salle, il fallait faire des pieds et des mains. Donc à la limite, c'est comme si on n'avait pas invité les journalistes. Il faut forcément attendre que les avocats sortent avant de leur demander ce qui s'est passé, comment ils ont défendu chacun son client. Je pense que au regard de ce qui s'est passé, on peut faire encore un pas. Pas qu'on puisse diffuser tout le procès, mais qu'on puisse par moment laisser les journalistes faire leur travail pour que les gens qui ne sont pas dans la salle puissent savoir ce qui se passe et attendre le verdict. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo. Poursuivons les décryptages par cette autre actualité. La rentrée scolaire est effective depuis le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'est au complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa que le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouattara, a procédé au lancement officiel. C'est une rentrée scolaire qui s'effectue sous le thème engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation dans un contexte de crise économique, sociale, sanitaire et sécuritaire, gage d'un système éducatif résilient et performant. À Gawa, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé l'érection du lycée Philippe Zenda Kaboré, un lycée scientifique l'an prochain. Alphonse Ouedraogo, on en parle avec vous. D'abord, parlant de la rentrée scolaire de façon générale, quelle est votre appréciation? Un mot à l'endroit des acteurs de l'éducation ou des élèves? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que nous souhaitons tous que cette rentrée scolaire soit une année scolaire paisible, que les élèves puissent très rapidement s'adapter et se donner pour que d'ici décembre, qui est souvent donc considéré comme un mois de tout, qu'on puisse vraiment faire au maximum, avancer au niveau des programmes. Je pense que ça c'est très important et cette année, nous avons vu que beaucoup d'établissements ont très rapidement commencé, ce qui veut dire qu'on sait ce qu'il y a devant. Alors, donc nous souhaitons donc une année scolaire paisible, mais au niveau du monde enseignant, ce qu'on demande est que le dialogue puisse être prévalu. Il faut mettre le dialogue en avant pour que les préoccupations des uns et des autres puissent connaître une satisfaction. Je pense que c'est le plus important. Mais que le gouvernement aussi ne reste pas dans cette posture de on avance ou on avance. Je pense que c'est ça souvent qui crée les difficultés. Il faut prêter oreille attentive à ce qui est donné comme préoccupation. Souvent qu'on peut régler très rapidement, mais à force de recevoir les notes et puis on ne traite pas, ça peut donner des frustrations et c'est ça qui nous amène souvent dans des grèves à n'en pas finir. Oui, cela me fait revenir sur le thème de cette rentrée scolaire, à savoir engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation, dont je prends déjà ces bouts.
Ça veut dire que quelque part on est conscient de quelque chose? On est conscient de quelque chose parce que tant qu'il n'y a pas de meilleure gouvernance, la meilleure gouvernance ce n'est pas seulement mettre des moyens à des responsables de faire ce qu'on doit faire, et ce n'est pas fait. La meilleure gouvernance, c'est d'écouter ceux qui sont sur le terrain. La meilleure gouvernance, c'est faire remonter les informations. La meilleure gouvernance, c'est faire en sorte que ce qui doit être réuni soit vraiment effectif. Moi, je pense que ces aspects permettent de réunir tous les acteurs, permettent de mettre tout le monde sur un point commun, et ensemble, on peut avancer. Donc, le thème parle très clairement qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que ça ne soit pas comme les années antérieures où on a failli donc avoir une année blanche. Alors, revenons à cette annonce que le professeur Stanislas Ouareau a faite du côté de Gawa, à savoir que d'ici l'année scolaire 2022-2023, le lycée Philippe Zenda Kaboré, qui est fermé pour cette année scolaire, sera érigé en lycée scientifique avec internat et externat. Alors, c'est l'élément qui était très attendu parce que tout le monde parle. Beaucoup disent qu'on n'est pas d'accord avec la fermeture du lycée Zenda. D'autres s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on va faire donc avec ce lycée fermé? Je pense que la sortie du ministre Stanislas Ouareau était très attendue. Et il a été clair. Le lycée sera donc érigé en lycée scientifique d'excellence. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que dès lors que c'est ce concept qui est adopté, alors l'enfant de Guama ou de Koutpoko ne pourra plus avoir accès facilement à cet établissement. S'il est excellent, parce que ça compte. Ça veut dire que c'est des élèves intelligents qui ont de bonnes notes. Guama peut avoir un élève, un enfant intelligent aussi. J'en arrive, parce qu'on parle de internat et externat. Ce qui veut dire qu'il y aura une différence dans la qualité de l'enseignement. Ça, c'est très important. Alors, même ça veut dire que les élèves seront donc sélectionnés, c'est les meilleurs qu'on va donc envoyer. Et s'il y a beaucoup de meilleurs, il y a quand même d'autres qui seront liés parce qu'il y a beaucoup de meilleurs. Donc, sur cet aspect, c'est très important qu'il faut souligner. Mais parlant de l'internat, internat pour qui? C'est des moyens. Même si c'est l'État qui va donc superviser les choses, qui parle d'internat, parle quand même des moyens qu'il faut mobiliser pour que son enfant puisse avoir accès à cet internat. Alors, on ne connaît pas d'abord les conditions, mais comme je l'ai dit toujours, il y aura des critères et ces critères-là vont faire mal à d'autres élèves. Je parie que tous les élèves qui étaient au Zenda, qui étaient en 6e ou 5e, quand on va réorganiser les choses, peut-être que 10% ne pourront plus avoir accès au lycée Philippe Zenda Kaboré. Ça veut dire qu'on va travailler... Ça veut dire que ceux qui étaient là, par exemple, l'année scolaire 2020-2021 et qui ont été réaffectés ailleurs du fait de la fermeture de cet établissement n'auront pas de facto droit d'y revenir l'année prochaine. C'est pas ce que ça veut dire. C'est comme un nouveau lycée qui est créé avec le même site. Voilà, avec le même site. Les Zenda disparaît. Les Zenda que l'on connaissait avant disparaissent carrément. C'est un nouveau lycée scientifique désormais qui va se créer sur le même site, c'est ce que ça veut dire. Et tout le monde est unanime que la fermeture ne passe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des jeux de mots. Il faut trouver cette formule qui est qu'on ne va pas fermer définitivement, on va rouvrir, mais d'une autre façon, de sorte non seulement à réduire l'effectif, qui dérangeait d'ailleurs le gouvernement par rapport à ce qui s'est passé. Donc, dès lors que l'effectif est réduit, alors on ne pourra plus avoir le nombre d'élèves dans le lycée Philippe Zenda Kaboré qui puisse vraiment déranger qui que ce soit. Donc cet aspect aussi, c'est politique. C'est politique. Est-ce que vous voulez dire que c'est pour casser les luttes? Tout à fait, c'est pour casser les luttes. C'est de bonne guerre. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé, il fallait quand même donc parer à toutes ces situations-là. Et le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Donc non seulement c'est pour casser toute contestation qui va partir du lycée Philippe Zenda Kaboré pour se répandre dans beaucoup d'autres établissements de Ouagadougou. Et en plus de ça, c'est pour aussi dire qu'on ne va plus faire du Zenda où tout le monde peut aller. Non. Donc je pense il faut être excellent. Ça, c'est des critères pour sélectionner, pour avoir un nombre maîtrisable et maîtrisé. Un nombre maîtrisable et maîtrisé.
Merci à vous, Alphonse Ouedraogo, pour les décryptages de cette actualité. Merci, Kambo. Et nous poursuivons par l'actualité internationale. Après la ministre française des Armées, c'est le président Emmanuel Macron qui réagit au discours de Choguel Maïga à l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutons un extrait du discours de Choguel Maïga et ensuite la réaction du président français Emmanuel Macron avant de retrouver Amadé Adama Soro qui va nous rejoindre tout à l'heure pour en parler. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Amadé Adama Soro, bonjour et bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors, après la réaction de la ministre française des Armées, Florence Parly, comme si cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron en personne réagit sur les propos du Premier ministre malien, Choguel Maïga, à la tribune des Nations Unies. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, Kambo. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas respecté ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Parce que lorsqu'un président répond à un Premier ministre, il y a un niveau protocolaire qui n'a pas été respecté. Si c'était le président qui avait parlé, là nous pouvions effectivement estimer qu'on était dans les formes, que les formes sont sauves. Mais c'est une réaction qui explique à quel point la tension est vraiment vive et à son paroxysme entre Bamako et Paris, surtout après ces différentes informations qui font état de la présence encore non confirmée du groupe paramilitaire russe Wagner, et que par la suite, dans la foulée, il y a également eu des déclarations de Paris qui disaient que la force Barkhane allait donc céder certaines positions que l'armée française occupait, donc au Mali, et que après le retrait, n'est-ce pas, des troupes françaises, il va y avoir un certain vide qui sera laissé. Donc c'est ce vide-là qui apparemment a été évoqué par Choguel Maïga sur la tribune des Nations Unies. Je pense même que l'endroit ou le lieu de cette déclaration a un peu ajouté à la tension au niveau donc de Paris. Si c'était peut-être une déclaration qui avait été faite à Bamako, je ne suis pas sûr que ça allait susciter une réaction de la part de l'Élysée. Mais étant donné que c'était une tribune internationale et que vous savez qu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les pays se valent. Chaque pays a une voix. Ouais. Donc la voix du Mali est égale à la voix de la France. Je ne parle pas du Conseil de sécurité, mais de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc à ce moment, tous les pays, en réalité, et sur le papier, se valent. Donc cette déclaration, effectivement, qui s'appuie sur des faits, puisque c'est sur la base des déclarations des responsables français que le Premier ministre malien a fait donc la sienne. Si il y avait en tout cas un dispositif militaire qui était dans ces endroits et qui, quoi qu'on dise, empêchait quand même les mouvements des groupes terroristes et que ces endroits sont évacués, alors il faut donc dire que ça va poser problème. Ouais. Donc je pense que c'est des questionnements légitimes qui ont été formulés par le Premier ministre malien. Et lorsque vous essayez donc Macron qui qualifie cela de les déclarations de Choguel Maïga de honteux. De honte et d'inacceptable. Bon, vous savez, en géopolitique ou en sciences politiques, ou dans la gestion des pays, lorsque vous avez une déclaration qui ne va pas dans le sens de renforcer votre positionnement ou vos positions, vous avez le droit de réagir. Mais ici, nous pensons que la diplomatie n'a pas été utilisée,
puisque les termes dénotent d'une certaine tension, comme je l'ai dit, et surtout ces temps-ci où vraiment ce n'est pas la grande quiétude au niveau de Paris, qui perd des contrats par-ci par-là, qui fait face à une grande tension donc dans les Pacifiques. C'est en tout cas un concours de circonstances qui fait que souvent, vous savez que ce sont des humains, quoi qu'on dise, ce sont des humains qui sont des dirigeants aussi et qui ont quelquefois des sauts d'humeur, qui ont quelquefois des crises donc d'émotion, pour ainsi dire. Donc c'est compréhensible. D'autant plus que pour le peuple français, alors ça ne passe pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de soldats, plusieurs soldats français qui sont tombés. Et pour eux, voilà, une ancienne colonie qui a ce culot donc de tenser l'ancien maître entre guillemets, ça ne passe pas. Il fallait que la réplique vraiment soit de taille. Mais ce qui est grave, c'est que ce genre de réaction-là attise le feu, ajoute donc de l'huile sur le feu, et puisque c'est comme si on a tapé en fait sur là où ça fait mal. Sinon, si c'était une déclaration qui était qualifiée de farfelue, peut-être ça n'allait pas appeler cette réaction musclée. Et vous le dites si bien, c'est une réaction qui attise le feu parce que juste après les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est vrai que du côté de Bamako, on n'a pas eu de réaction officielle du genre venant du président ou du Premier ministre lui-même, mais il y a des mouvements politiques comme le M5 RFP qui, à travers un de ses responsables, a réagi en disant que les forces françaises sont les ennemis voilés du Mali et qu'elles doivent quitter. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps actuellement de constater que nous sommes au XXIe siècle. C'est vrai que le Mali ne peut pas être comparé à la France en termes de grandeur, en termes de puissance, mais ça reste un pays souverain qui aujourd'hui a en face, donc je vais dire, c'est un pays où la jeunesse aujourd'hui n'est pas celle de 1960, où avec les réseaux sociaux, il n'est plus, en tout cas, facile de faire passer certaines informations, certaines déclarations. Vous savez que le Premier ministre a été accueilli en héros. Oui. Voilà, après ces déclarations. Après, c'est juste une simple déclaration. Donc, les gens doivent faire, enfin, les dirigeants ou du moins les grandes puissances doivent faire très attention parce que vous avez en face des jeunes, des jeunes qui n'ont pas connu ces périodes où le noir tremblait comme ça devant le blanc. Donc, et que maintenant, on doit faire en sorte que les termes qui gouvernent les relations entre les pays soient des termes vraiment empreints de respect, empreints donc d'un certain réalisme et d'une certaine diplomatie. Vous faites bien de parler de l'accueil de Choguel Maïga, un héros de retour au Mali. Oui. Et pour cela, est-ce que Macron, par exemple, a bien fait d'avoir utilisé le terme illégitime, qualifiant le gouvernement de transition d'illégitime parce que issu de 2 coups d'État selon lui? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise de légitimité du gouvernement de transition au Mali, étant donné que le peuple malien semble d'accord à peu près avec tout ce que décide le gouvernement de transition? Peut-être parler d'illégalité, oui, mais est-ce qu'on peut parler d'illégitimité? Parce qu'on a l'impression même que le régime de la transition au Mali est plus légitime que le régime d'Ibeka. En tout cas, il n'est pas contesté. Vous savez, sur ce registre-là, les qualificatifs qui sont utilisés sont souvent fonction de quelle position on se place. Nous avons vu un Emmanuel Macron qui est allé au Tchad pour assister, enfin pour confirmer, entre guillemets, le fils d'Idriss Déby, qui n'était pas aussi un président élu. Alors donc ici, nous pouvons dire que venant de la France, ça va quand même être un peu mal perçu par les Maliens, puisque pourquoi ce qui est valable au Tchad devrait l'être également pour le Mali. Ouais. Lorsqu'on parle de légitimité, lorsqu'on parle de légalité, ce sont des termes qui sont fabriqués et qui sont donc véhiculés par l'Occident en réalité pour taxer certains régimes. Vous allez voir que avec la montée en puissance de la Chine et d'autres
forme de gouvernance que nous constatons dans le monde. Maintenant, le modèle occidental n'est plus le seul modèle valable, n'est plus le seul modèle de gouvernance valable. C'est vrai que l'heure n'est pas à jeter la démocratie dans les oubliettes ou, ou à la poubelle, mais actuellement, avec la montée en puissance de la Chine, avec d'autres régimes également qui ne font pas de la démocratie occidentale leur système de gouvernance, cela a contribué à un peu atténuer cette thèse inexacte, puisqu'il y a encore d'autres régimes qui continuent. Ce n'est pas pour encourager en fait la dictature, etc., mais c'est pour dire que nous devrons prendre du recul souvent lorsque nous voulons parler au nom des autres peuples. Parce que ici, comme vous l'avez dit, l'actuel régime, l'actuelle junte au pouvoir, même le terme junte là c'est un peu péjoratif, l'actuelle donc classe dirigeante au niveau du Mali semble n'est-ce pas bénéficier d'une certaine adhésion populaire par rapport au régime d'Ibeka. Ibeka a été acclamé, mais par la suite vous avez vu qu'il a été chassé presque par la rue, même si c'est un coup d'État, mais les gens disent que ce coup d'État en réalité c'était pour maquiller ce qui allait être inéluctable, à savoir le départ d'Ibeka. Donc je pense qu'ici, quels sont les vrais enjeux pour le peuple malien aujourd'hui? Le vrai enjeu pour le peuple malien aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la sécurité revienne dans le pays et qu'il puisse également avoir en tout cas des réflexions sur d'autres moyens de coopération. C'est ce qui a été entrepris avec les Russes. Vous avez certainement su qu'il y a eu 4 hélicoptères, n'est-ce pas, et des blindés qui sont arrivés, et que par la suite, par le passé, il y a eu des commandes analogues et qui ont traîné, et il y a même eu des blocages même. Donc souvent, le peuple africain actuellement ne comprend pas en réalité ce qui se passe sur le terrain, contrairement aux nouveaux partenaires qui n'ont pas assez de conditionnalité, de démocratie, des droits de l'homme, etc. Pour eux, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Alors vous avez l'argent, nous avons le matériel et le marché est conclu. Pourtant, avec les autres, il y a d'autres aspects et qui ne sont pas forcément, d'autres enjeux, d'autres aspects qui ne sont pas forcément compris par le bas peuple. C'est ça. On attendra de voir ce que donnera cette crise entre griffes au sommet entre le Mali et la France que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais en attendant, parlons de la Guinée où le chef de la junte au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment vendredi en tant que président de la transition. Écoutons cet extrait de son discours d'ouverture avant de retrouver une fois de plus Amadi Adama Soro pour en parler. Sous la direction du Comité national du rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres, car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais diviser, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourraient nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important
que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Voilà, Amadé Adama-Soro, rédaction d'une nouvelle constitution, refondation de l'État, lutte contre la corruption, réforme du système électoral et refonte du fichier électoral. Et enfin, les élections pour achever la transition en Guinée, en tout cas selon la feuille de route déclinée par le colonel Mamadi Doumbouya. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que si on doit se baser sur les déclarations d'intention, nous pouvons dire que ce sont des intentions très nobles, mais l'expérience aussi a démontré qu'il faut être prudent avec les dirigeants africains qui, notamment lorsqu'ils arrivent au pouvoir suite à des coups d'État, suite à des mouvements de ce genre, il y a une sympathie qui se crée tout de suite, mais après il y a un déchantement qui peut arriver. Les gens seront déchantés parce que on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que au contact donc du pouvoir, est-ce qu'il y a des réalités qui s'imposent aux dirigeants et qui les amènent dans ce pas à se tenir loin de la première trajectoire qu'ils avaient tracée. Si on écoute, si on observe ou on analyse en fait les points évoqués, notamment la rédaction d'une nouvelle constitution, chaque fois nous avons indiqué que notre problème, ce n'est pas en réalité un problème de texte, mais c'est un problème d'application de textes. Comme disent les juristes, les textes ne valent que ce que valent les hommes chargés de les appliquer. Vous pouvez avoir les meilleurs textes au monde, mais si vous avez des acteurs de mauvaise foi, il faut savoir que vous n'allez pas vous n'allez pas avoir gain de cause. Donc en adoptant ces différents textes-là. Maintenant, on a parlé également de la refonte donc des fois en comble du système électoral, du fichier électoral, etc. Tout ça, ce sont des vœux nobles, etc. Mais est-ce que dans la réalité, il y a un travail en amont et en aval qui a été fait? Puisque jusqu'à présent, dans beaucoup de sociétés africaines, le mode de gouvernance européen n'est pas très perçu par les populations. Vous savez que c'était des populations qui étaient un peu habitués au pouvoir monarchique, où c'est le roi qui coiffait tout le monde, qui dictait sa loi, et que personne ne branchait, et que ça ne posait pas de problème. Maintenant, nous avons importé, entre guillemets, un nouveau système de gouvernance politique, et qui est seulement compris par l'élite, et que l'élite même, peut-être dans certains cas, n'a pas intérêt ou ne veut pas que l'ensemble de la population s'approprie les valeurs, même les vertus de la démocratie. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, je pense que tous les acteurs, y compris les acteurs, enfin la population à la base, doit percevoir les enjeux réels de la démocratie. Donc ce sont des réformes qui doivent aller dans ce sens, hein, selon vous. Tout à fait. La charte de la transition a été également dévoilée en début de semaine. Un conseil national de transition de 81 membres. Les dignitaires du régime d'Alpha Condé sont exclus et la junte semble tenir sa promesse qui est que toute personne qui va participer à la transition ne puisse pas être candidate aux prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur cette charte qui ne définit pas, pour l'instant, qui ne définit pas la durée de la transition? Voilà, j'en venais. Donc, il suffisait seulement d'indiquer 12 mois pour que ça soit un remake de la transition au Burkina Faso ici, puisque c'est presque les mêmes conditions. Et sauf que nous, on était obligés donc d'évacuer, entre guillemets, la transition dans 12 mois. Or, peut-être même c'est ce qui est reproché au mouvement, donc, ou du moins aux transitions, puisque les transitions, généralement, sont considérées comme des moments propices au véritable changement structurel des nations. Voilà pourquoi certaines institutions, notamment qui craignent que, avec le pouvoir de transition
on puisse vraiment procéder à des réformes réelles, on s'empresse de fixer un délai. On a fixé un délai de 6 mois à la junte au pouvoir en Guinée. Comment pouvez-vous organiser manifestement des élections en 6 mois? C'est pas quand même tenable, voyez-vous. Donc, peut-être il y a aussi des commentateurs qui disent que des institutions comme la CEDEAO ou autres ne veulent pas en réalité qu'il y ait des transitions qui se prolongent parce que non seulement il y a une certaine convergence de vues lors des transitions. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, si les gens ont pu quand même résister au coup d'État, c'est parce qu'il y avait une certaine convergence de vues entre les différentes couches de la société et que après une élection, ce n'est pas sûr qu'on peut toujours avoir cette même convergence-là. Ouais. Donc, les périodes de transition doivent être mises à profit pour effectivement opérer ces réformes parce que ce sont des périodes de neutralité institutionnelle, donc pas administrative, de réforme en faveur de absolument. D'autant plus que même que les acteurs donc, de la transition sont donc frappés d'une certaine interdiction de participation dans les échéances électorales qui vont suivre les périodes. Selon la charte qui a été dévoilée, la disposition selon laquelle tous ceux qui participeront à la transition ne devront pas être candidats n'est pas susceptible de révision. Est-ce que ce n'est pas une façon de rassurer pour se donner un long temps également pour la transition? Vous savez que le drame de l'Afrique, ça c'est tous les pays en général, lorsque nous procédons à des réformes ou à des discussions, pour parler au niveau interne, nous avons l'œil tendu, du moins l'oreille tendue, et le regard braqué sur l'extérieur, puisque la plupart de ces consultations sont financées de l'extérieur. Sinon, je vois mal un pays comme la Corée du Nord qui va engager des réformes nationales et puis attendre l'aval de l'extérieur. Ouais. Moi, je me rappelle très bien que lors de la transition au Burkina Faso, quand il y a eu le coup d'État, et l'ancien président de la transition, Michel Kafando, a été clair. Si les décisions de la CEDEAO ne rencontrent pas l'approbation du peuple burkinabé, elles ne seront pas appliquées. C'est ce que Michel Kafando a dit. Et quelqu'un qui a été aux Nations Unies, qui connaît un peu les arcanes donc, de la diplomatie internationale, c'est qu'en réalité, toutes ces institutions-là, en réalité, souvent, font dans les dilatoires, font dans des longueurs, des lourdeurs administratives, si bien qu'il est difficile de faire bouger les choses. Donc, si nous avons la chance d'avoir une transition, c'est l'occasion rêvée, donc, comme je l'ai dit, de procéder à des modifications, à des réformes structurelles. Ce sont ces réformes-là. Quelle que soit la durée de la transition. Oui, si vous vous souvenez, même au temps de la transition au Burkina, on avait même voulu adopter une nouvelle constitution. Ah oui. Voilà. Le temps n'a pas permis. Tout à fait. Le temps n'a pas permis de ça parce qu'on était un peu coincé. On craignait que si on dépassait les 12 mois, on allait mettre le Burkina Faso dans une bouteille. Voilà, parce que, etc. Donc, on n'a jamais mis un pays dans une bouteille. Hein. Voilà. Donc, si vous avez le courage de faire vos réformes, faites des réformes. Et quel que soit le temps que cela donne, et faites en sorte que ça soit une large consultation au niveau national. Et je pense que la raison pour laquelle on n'a pas encore défini la période de la transition au niveau de la Guinée, c'est pour effectivement écouter les larges faire des larges concertations et de voir quelle est la position consensuelle qui va se dégager. Et ce sera au CNT d'ailleurs de le faire. Absolument de le faire, qui sera donc l'organe législatif de la transition. On attendra de voir quelle sera la durée de cette transition en Guinée une fois que le Conseil national de transition sera installé. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est tout donc pour le décryptage cette semaine. Voilà, à présent c'est l'édito de la semaine et pour cela nous recevons le directeur de l'information de Savane Média. Bonjour à vous, Soumaïla Ravo et bienvenue. Bonjour Pedro Cambo, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'édito aujourd'hui, vous dites lutte contre le terrorisme n'est pas se limiter au carburant. Oui, n'est pas se limiter à la lutte contre la contrebande de carburant qui défraie la chronique aujourd'hui.
et qui permet de dire qu'il y a une nette avancée dans la rupture des moyens de ravitaillement des groupes terroristes, des groupes armés. Et c'est à croire que les autorités du pays ont pris 5 ans, 6 ans pour réfléchir à ce que nous sommes en train de faire maintenant. On se demande si on avait commencé à gérer les choses de cette façon-là depuis 2016-2017. Est-ce qu'on n'aurait pas préservé des milliers de vies sur notre territoire? Mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, la contrebande du carburant, c'est un fait. Récemment, ce sont les membres de l'association des mini-stations qui se sont démarqués catégoriquement de ce qui se vit, c'est-à-dire des présumés contrebandiers dont certains sont recherchés, qui alimentaient les réseaux terroristes. Il faut aller au-delà pour regarder comment ces groupes terroristes-là se ravitaillent en vivres, parce que probablement ce n'est pas les mêmes circuits, même si pour les vivres, de temps en temps, quand il n'y a vraiment rien dans la marmite, ils cassent des boutiques, des domiciles, ils attaquent des villages entiers pour se ravitailler en vivres. Mais c'est sûr que ce ne sont pas le seul moyen de survie. Il y a des circuits de contrebande qui leur permettent aussi de vivre. Il y a à côté de ça les réseaux qui les pourvoient en ressources financières sous forme de mobile money, c'est-à-dire les moyens financiers qui leur arrivent dans leur portable et qui leur permettent de prendre de l'argent frais à gauche ou à droite, certainement auprès de commerçants, de boutiquiers, dans des zones où ils sèment la terreur. Je crois qu'on peut fouiller dans ces différents circuits-là aussi. Et puis, il y a le non moins important circuit de ravitaillement en armes. Ça demande de gros moyens, mais ce n'est pas au-dessus des possibilités du Burkina Faso. Et on se souvient que le colonel Auguste Denise Barry était à fond sur cette question-là, avec son centre de sécurité qui réfléchissait de façon stratégique sur les moyens de couper les vivres aux terroristes. L'un dans l'autre, nous pourrions, dans quelques mois, couper les différentes sources de ravitaillement des groupes terroristes et puis faire en sorte qu'il n'y ait plus de moyens conséquents pour attaquer. Ça demande vraiment des moyens humains, financiers, techniques, mais nous sommes à même, quand nous ne les avons pas sur place, nous avons les moyens d'aller les chercher et Dieu seul sait qu'il y a des compétences au-delà de nos territoires pour faire ça. Ça appelle des partenariats plus ou moins bien vus. On voit ce qui se passe au Mali, mais au Burkina aussi, il y a d'autres partenariats qui sont en train d'être expérimentés, en particulier avec la Turquie. Et parfois, quand ça passe difficilement avec les États, parce que ça prend du temps, les accords de coopération, on scrute des sociétés privées, comme Wagner par exemple au Mali. Je crois que nous sommes dans l'obligation, au regard du passif que nous avons accumulé depuis pratiquement 6 ans maintenant, nous avons le devoir d'essayer tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour revivre en paix. Ça nous demande des sacrifices, des efforts, ça nous demande de la résilience, mais nous devons nous donner les moyens de les acquérir. Il ne faut pas que nous regardions les partenaires qui veulent que nous continuions à vivre la misère, à subir le martyre, pendant que cela coule douce à 6000 km. Je crois que nous ne vivons pas pour les beaux yeux de quelqu'un, nous n'avons pas acquis notre souveraineté pour les beaux yeux de quelqu'un. Il faut que nous ayons du courage, il faut que nous ayons le courage d'aller bloquer les ravitaillements des terroristes, ou que ces ravitaillements trouvent leur source, et pour faire en sorte que dans quelques mois, on n'entende plus parler d'attaques terroristes. C'est vrai, il y a des murmures qui disent que bientôt nous allons nous tirer d'affaire. Mais comme ça, ce sont des murmures plutôt, je dis, rassurants, mais hypothétiques. Il faut que nous trouvions, nous utilisions les moyens les plus objectifs pour prendre le dessus sur les groupes terroristes. Je crois que c'est ça l'urgence. Il faut que nous trouvions les moyens les plus objectifs pour prendre le dessus sur les groupes terroristes. Merci à vous. Merci à vous. Vous vous souvenez de cette déclaration
du professeur Augustin Loada qui a dit qu'on ne va pas vaincre les terroristes si nous ne faisons pas preuve de plus d'intelligence que... Ça. Voilà, c'est ce que ça nous demande. Que nous soyons donc plus intelligents que les groupes terroristes. Merci à vous pour l'édito de cette semaine. Juste après, ça fait débat. Élection municipale désormais au suffrage universel direct. Ainsi en a décidé la classe politique burkinabé. Mais au dialogue politique qui s'est refermé mardi, il y a eu désaccord quant à la date de prise d'effet d'une éventuelle modification du code électoral dans ce sens. L'on en parle dans Ça fait débat aujourd'hui avec 3 invités sur ce plateau. D'abord Daniel Dahian, il est vice-président de la CODEL, il est donc leader de la société civile. Merci. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Également avec nous Tahirou Bari, président du MCR, Mouvement pour le Changement et la Renaissance, un parti de l'opposition politique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous. Et enfin avec nous Bernard Bougma, il est le chef du desk politique à Troy TV. Bienvenue une fois de plus à tous les 3 sur ce plateau. Merci, bonjour. Merci. Alors, élection municipale au suffrage universel direct. Je commence par vous, Tahirou Bari. Pourquoi cette option de la classe politique finalement? Bon, avant de répondre à cette question, il y a lieu de préciser que la question de l'élection des maires au suffrage universel n'était pas le seul point à l'ordre du jour du dialogue politique. Il y avait d'autres points assez important pour la nation et je voudrais souligner ici la question de la sécurité. Vous savez, quand on veut se préoccuper du sort des oreilles, il faut auparavant s'assurer que la tête ne sera pas tranchée. La question de la sécurité est une question fondamentale qui détermine tous les autres secteurs de la vie nationale. On se rappelle que la prise en compte de cette question a été un préalable pour l'opposition. C'est vrai, il a été question de sécurité, réconciliation nationale également. Exactement. Même si pour ce débat, nous avons décidé de parler des modifications prévues du code électoral. Mais allez-y rapidement. Je pense que cette question de précision me paraît importante. Allez-y. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les acteurs politiques se sont simplement préoccupés de leur élection en oubliant le drame que vit notre nation et qui frappe un certain nombre de nos concitoyens dans des zones sous insécurité. Donc, en venant sur la question de l'élection du maire au suffrage universel, je pense que cela a fait l'objet déjà d'un consensus de pratiquement tous les acteurs de la vie nationale, la société civile, les observateurs nationaux et internationaux et la classe politique au sorti de l'élection de 2016, l'élection municipale. Parce que nous avons vu les drames qui ont été enregistrés, les morts de citoyens dus à l'élection des maires. Nous avons vu les différents cas de dégradation des biens. Et ce n'est pas normal que dans le cadre d'une compétition électorale, on en vient à une situation d'atteinte à la vie des personnes et des biens. Autour de ce consensus, il y a eu maintenant la marche qui a été engagée à travers l'atelier technique qui a été engagé en 2018 par le MATD sur les différents scénarios. Je crois que c'était autour de 5 scénarios. Et par la suite, le dialogue politique pour faire l'option des scénarios qui conviennent. Daniel Dahian, que pensez-vous de cette option de la classe politique où on allait dire de tous les Burkinabés d'élire désormais les maires au suffrage universel direct? Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Je crois que c'est très important. Il faut d'abord affirmer dès maintenant que c'est une avancée démocratique très notable. Vous vous souviendrez de l'observation des élections que nous avons faites en 2016, ensuite en 2017 pour
les élections dans les communes qui ont été reprises, ce fut une de nos grandes recommandations et ce fut notre plaidoyer pendant 4 années. Il faut se le dire, le constat était là, mais qu'est-ce qu'elle était la proposition? La CODEL a déposé auprès du président du Faso des recommandations fortes qui lui ont été présentées physiquement. Entre autres, 53 communes sont à guerre ouverte. Jusqu'à ce jour, nous avons réussi, pas à éteindre, mais à réduire un peu sur une quinzaine. Mais il y a d'autres encore qui subsistent. Et plus d'une centaine d'autres ont eu des soubresauts, même à Ouagadougou. Alors, je crois que cette disposition, ou du moins, si cette loi venait à être prise, elle viendrait consolider un peu la chose citoyenne. Parce que la décentralisation consiste à dire que le pouvoir est revenu à la maison. Mais le pouvoir revient à la maison, mais je ne peux pas choisir l'homme qu'il me faut pour conduire mes affaires. Je le fais par procuration. Et nous avons vu que ces procurations ont donné lieu à des... Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas, à des sortes de trahisons vis-à-vis des citoyens par rapport à leur vote. Et nous saluons la classe politique pour avoir accédé à cette requête, à ce plaidoyer. Et maintenant, c'est comment faire. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais le plus important, c'est que désormais, nous saurons qui sera le maire et les populations, pas les populations, les politiques ne se déchireront pas après le vote. C'est ça notre espoir. Donc c'est un plaidoyer de la société civile qui a abouti et vous dites que c'est une avancée démocratique. C'est une avancée, c'est un plaidoyer. Il y a le constat d'abord des hommes politiques. Il faut bien poser la question quelque part. C'est un plaidoyer bien bâti avec des moyens financiers et des hommes sur le terrain. Ouais. Et plusieurs rencontres, ateliers et forats. Il n'y a pas encore longtemps, nous avons tenu encore un autre atelier où le ministère de l'Habitation territoriale est venu nous expliquer les scénarios qu'il y avait. Nous avons participé à l'élaboration à Koudougou, à Zignaré, de pas mal de documents dans ce sens. En tout cas... Un plaidoyer qui a finalement abouti. Et il n'a pas encore abouti, il est en cours. C'est une avancée démocratique puisqu'on peut parler d'aboutissement ou d'un commencement d'aboutissement puisque la classe politique a déjà fait l'option. Il parle d'une avancée démocratique. Est-ce que c'est le même regard que vous avez par rapport à cette question? Personnellement, je tiens à féliciter d'ailleurs les acteurs de la société civile qui ont poussé, la classe politique qui a acté, parce que ce qui reste maintenant, c'est quand est-ce que ça va se faire et définitivement quel est le scénario qui va être gardé. Mais ce qu'on note, c'est que l'option d'y aller, ça c'est réglé. C'est une victoire d'étape et sincèrement, je félicite les organisations de la société civile, la classe politique pour cela. Parce qu'en tant que citoyen, pour une fois, mon vote final va compter dans le choix du maire. Ouais. Parce que mon vote final ne comptait pas dans le choix du maire. Je vote des gens qui vont aller élire effectivement quelqu'un qui n'a pas aussi parfois les pleins pouvoirs pour exercer la souveraineté de son pouvoir comme Monsieur Yen l'a dit. Parce que avec la décentralisation, il a si bien dit, le pouvoir revient à la maison, mais il ne peut pas l'exercer parce qu'il y a beaucoup de garde-fous. Il y a des conseillers qui vont prendre vos voix, aller revendre parce qu'ils veulent être élus. Donc c'est vrai, c'était très compliqué ça. Ouais. Donc, mais en actant d'aller au suffrage universel direct, je dis bien, ça permet que le vote final de l'électeur puisse compter comme le choix du président du Faso ou le choix d'un député à l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que c'est effectivement une avancée. Ça ne va pas être la panacée, mais ça règle en même temps beaucoup de problèmes. Une avancée démocratique. Tahirou Barry, quels seront donc les scénarios pour la matérialisation de cette option sur le terrain dans le contexte actuel? Ok, il faut souligner qu'il y a eu 5 scénarios qui avaient été proposés par le gouvernement et qui ont fait l'objet d'analyse, de réflexion. Au dialogue politique de juin, les différents scénarios ont été présentés. J'avoue qu'ils ne sont pas aisés à comprendre. Quand je prends le premier scénario qui consiste à élire le maire au suffrage universel direct, au scrutin uninominal à un tour. Donc, ça c'est le premier scénario. Et dans le premier scénario, il y a le scénario bis. Donc, scénario initial, élection au suffrage majoritaire uninominal à un tour. Et ensuite, bis à 2 tours. Il y a encore le deuxième scénario de l'élection du maire au suffrage universel de liste à un tour, premier scénario, à 2 tours, scénario bis. Le troisième scénario, c'est le scrutin de liste pour l'élection du maire
avec comme élu le parti qui aurait recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription électorale de la commune. Ça, c'est le scénario 3. Le scénario 4, c'est l'élection du maire au scrutin de liste, à la fois du maire adjoint et des conseillers. Donc, qui reviennent au parti ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Et l'autre scénario, c'est de retenir simplement le parti qui a obtenu le suffrage, la majorité des suffrages, avec la désignation du nom de son maire. C'est-à-dire le parti qui sort majoritaire a la liberté de désigner le maire qui a auparavant été porté à la connaissance des électeurs. Donc tous ces scénarios ont été proposés. Beaucoup de scénarios, en tout cas, quel est le scénario qui a été retenu? Bon, on peut dire qu'il n'y a pas eu de consensus en tant que tel sur le scénario précis qui a été retenu. L'opposition a fait sa proposition, la majorité a également fait une proposition. Et je pense que les réflexions se poursuivent pour mieux finaliser les différents compartiments de ce qui va être arrêté. Alors, Daniel Daniel, pour vous qui avez fait le plaidoyer, et quel est le scénario qui peut mieux convenir au contexte actuel du Burkina? Non, je ne maîtrise pas très bien les 5. J'aurais pu avoir les conclusions de la rencontre en détail. Mais quand je lis les 5 scénarios, celui qui nous vient le plus en tête, ou pas qui convient, celui que nous voyons, qui était proche, c'était un scrutin où il y aurait la liste sur la même feuille du parti, la liste des candidats du parti et la photo. Je vais imager de celui qui sera le maire. Mais attendez, c'est pas fini. Mais il y aura 2 votes. Vous votez 2 fois. Vous votez pour le maire et vous votez pour les conseillers après. C'est ce qui nous avait été présenté. Un peu comme élection présidentielle et législative couplées. Couplées. On vote pour le maire, vous choisissez. Sur la feuille, c'est celui-là que je veux comme maire. Je vote pour lui et je vote les conseillers. À la fin, c'est-à-dire sur le bulletin de vote des conseillers, on aura les logos des partis politiques. Non, ça je ne maîtrise pas le bulletin, mais c'est l'option comme ça. Il y a les conseillers et il y a le maire. Est-ce que c'est sur le même bulletin? Est-ce que c'est la publicité qui va faire le même bulletin? Mais c'était ça l'idée. Cette idée ne nous amène pas à analyser, mais en fait c'est quoi? Ça veut dire que vous allez pour voter, vous savez qui sera le maire. Oui. Pendant les campagnes électorales, on sait qui sera le maire. Chacun défendra son programme, défendra sa personnalité, s'il faut dire ainsi, et les populations choisiront cette personne, mais indépendamment des conseillers. Mais bien sûr, après on reviendra certainement, il y a des inconvénients. D'accord, on en parlera. Bernard Bougma, il a essayé d'expliquer un peu les scénarios qui ont été proposés. C'est vrai que c'est pas facile à saisir tel que expliqué, mais selon vous, quel scénario pourrait convenir le mieux? Alors, moi, le scénario qui me convient le mieux, c'est ce scénario qui me permet d'élire mon maire et de choisir qui je veux comme conseiller. Parce que je peux regarder parmi les candidats à la mairie, en fonction de la valeur de ce que incarne le candidat, dire je préfère voter celui-là comme maire, mais j'ai besoin également que parmi les conseillers, il y ait des conseillers de cette trempe-là, et je vais voter pour cela. Ce qui fait que, comme à la présidentielle, j'ai le choix de plusieurs candidats et en même temps le choix de plusieurs autres candidats pour la députation. Alors, j'ai le choix de voter X comme président du FASO, mais pour le choix des députés, je change de parti parce que ce qui va être fait à l'Assemblée nationale, tel qu'ils l'ont décliné lors de la campagne, et s'ils ont la majorité, par rapport à un certain nombre de réorganisations sur le plan administratif, des lois à élaborer, sur le plan culturel et des valeurs chères à notre pays, j'ai dit, si ceux-là sont à l'Assemblée nationale, ça peut améliorer la situation. Et donc, j'ai fait le choix en fonction de cette situation. Sinon, le point d'achoppement de ce qui vient de se passer, c'est par rapport au dernier scénario à prendre. Pour la majorité, elle n'est pas là ce soir, c'était de dire, c'est beaucoup plus un vote lié.
C'est-à-dire, si vous votez M. Yen comme maire, c'est-à-dire certainement vous avez comme conseiller en même temps XY, parce que là, vous le votez puis vous êtes lié en même temps aux conseillers qui sont socialistes, même si vous ne voulez pas les conseiller. Alors que je voudrais également, naturellement, avoir cette liberté de choix là. Et donc, je pense que c'est sur ça que l'opposition se penche. En ce moment, normalement, on devrait pouvoir avoir 2 urnes. Pour le maire, mais aussi pour les conseillers. Et là, moi, personnellement, je pense que ça va être le meilleur scénario. Parce que si on me lie, je vote un maire lié à des conseillers qui peut-être ne sont pas à la hauteur des enjeux, qui ont fait des malversations dans le quartier que tout le monde connaît, qui ont dealé des parcelles, qui ont fait ceci ou cela, ça peut jouer également sur mon choix. Et pour ça, je peux dire, pour ces élections-là, je n'irai pas aux urnes ou je fais un choix au rabais. Donc, franchement, je préfère que le meilleur scénario puisse permettre en toute sincérité, parce que le vote aussi c'est le principe du respect des libertés des uns et des autres, que cette liberté puisse incarner jusqu'au choix final de celui. Parce qu'on parle d'élections de proximité et pour moi c'est très important. Et j'ai toujours dit, les élections municipales en l'étape actuelle, moi Boukma, c'est pas pour démobiliser les votants, mais moi je vote pas parce que mon vote final, il ne compte pas et je ne peux pas exiger de compte à mon maire. Sur quelle base? Aucun contrat social ne me lie avec un maire actuel, rien. Surtout quand vous êtes dans un arrondissement où le maire n'a pas l'autonomie. Vous ne pouvez rien lui exiger, rien. Même à votre conseiller municipal, vous ne pouvez rien exiger. Mais ça va consacrer que moi je puisse exiger et sanctionner ou valider aux prochaines élections. Alors, avant de parler des avantages et des inconvénients du suffrage universel direct, Tahirou Barry, si cette question de scénario n'a pas pu être tranchée au dialogue politique, ça veut dire que ce sera finalement à l'Assemblée nationale de le faire au moment de la modification du code? Il faut que j'apporte des précisions. Allez-y. Sur le principe, il y a eu des points consensuels. C'est ça. Voilà, c'est le mot. Maintenant, ce sont les détails sur les scénarios, sur les différentes modalités qui n'ont pas été tranchées. Les points consensuels, c'est le principe de l'élection du président du conseil municipal, si vous voulez le maire, au suffrage universel. Ça, c'est un point consensuel. C'est ça. Deuxième point consensuel, c'est la circonscription électorale qui est la commune pour l'élection du maire et le maintien comme circonscription électorale du village et ou du secteur pour l'élection du conseil municipal. Ça, je peux dire que ce sont les points de consensus. Maintenant, où quelques divergences apparaissent, l'opposition prône pour une élection du maire au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours. Dans le cadre d'un scrutin autonome, dans le cadre d'un scrutin autonome, en ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux. Exactement comme ce que le frère Bernard a souhaité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que l'électeur, lorsqu'il se présente dans l'urne, il vote le maire et ensuite il va voter pour la liste des conseillers proposés par un parti ou un regroupement d'indépendants. Ça veut dire que les scrutins, disons, le vote n'est pas lié. Contrairement à la position proposée par la majorité qui consiste à dire l'électeur qui rentre dans l'urne en votant pour le conseiller municipal ne va pas continuer un vote pour le maire. C'est seulement l'ensemble des suffrages recueillis à l'intérieur de la circonscription électorale qu'est la commune. Ces suffrages vont être comptabilisés pour le choix du maire. Ça veut dire que lorsque vous votez le conseiller, indirectement, même sans connaître pour les maires, vous êtes obligé de choisir adhérer un conseiller, à la personne un maire du même parti que le conseiller que vous avez voté pour votre village. Vous choisissez indirectement le maire. Donc, il s'agit là d'un vote lié. Donc, nous avons estimé que le vote lié vide la réforme de sa substance, puisque la réforme, c'est de conférer plus de légitimité au maire. Oui, pour que peut-être les téléspectateurs comprennent, ça veut dire que la position de la majorité, qui n'est malheureusement pas là sur ce plateau,
pour n'avoir pas pu répondre à notre invitation, même si elle a été invitée. Et si l'on vous suit bien, ça dit que la position de la majorité, c'est de faire de telle sorte que, par exemple, pour les élections législatives et présidentielles couplées, on laissait les gens voter pour les législatives, c'est-à-dire choisir les députés, et après on comptabilise pour voir le parti qui a le plus grand nombre de suffrages remporte en même temps l'élection présidentielle. Exactement. Ça veut dire que l'électeur n'a pas le choix de choisir un député d'un autre parti et de voter pour un autre candidat à la présidentielle qui n'est pas du même parti que le député qu'il a choisi. Alors que la position de l'opposition, c'est un peu les élections couplées présidentielles et législatives. C'est ce que l'opposition défend. C'est-à-dire on vote le député et on vote le président. Ouais. Voilà qui est bien compris. Alors, quel que soit le scénario qui est choisi, Daniel Dahien, le suffrage universel direct en tant que tel a des avantages et des inconvénients. Et si vous avez mené le plaidoyer, ça veut dire que vous y voyez assez d'avantages. Quels pourraient être les avantages pour l'électeur et pour l'élu également, peut-être? Bon, pour les deux. D'abord, le grand avantage, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le président Barry. Le pouvoir est réellement revenu à la maison, comme l'a dit également Bernard. Chacun sait, avant le vote, pour qui il vote. Cela permettrait aux différents candidats, de faire le tour des villages, des communes, pour expliquer leurs intentions, leurs ambitions pour la commune. Il y a des gens qui sont aujourd'hui maires, mais n'avaient jamais mis le pied auparavant, même dans la commune. Ouais. Par leurs moyens, par leur force de frappe, par les postes qu'ils occupent à Ouagadougou, on les mettait comme candidats, et du reste, vous avez vu, c'était été rejeté par quelqu'un sur qui on ne comptait pas, on ne s'attendait pas, on dit il n'était rien. Et il débouche et il prend, il bat les autres, il devient maire, et ça devient un maire à problème pendant 5 ans. Ouais. Voilà. D'abord, l'avantage, c'est que désormais le citoyen lambda sait pour qui il va voter. Qui est à même de jouer la partition? Qui est capable de lui apporter ce qu'il attend en termes de besoins? Et qui s'exprime mieux en termes de stratégie pour faire venir ces besoins-là? Voilà, à peu près. Là, le jeu serait intéressant. Nous verrons des candidats en train de défendre leur programme. Mais aujourd'hui, non. Aucune commune au Burkina Faso n'a un programme d'un parti politique. Je suis désolé. Ni le parti au pouvoir, ni tous les partis. Aucun. Les gens arrivent, on fait le vote, on fait au niveau des conseillers. On ne sait même pas qui va être maire. On vote le conseiller au Péné Kamti, par exemple, qui fait à peu près 100 combien 120 à 125 villages. Fois 2, ça fait 250 qu'on va élire. Et c'est ça, on ne connaît pas. Ouais. Les gens ne connaissent pas. Donc, pour moi, voilà, c'est un avantage d'abord. La deuxième chose, c'est que l'élu même, celui qui va être élu, il sent une légitimité en lui. Il n'y a rien de tel que d'avoir un pouvoir que tu penses que tu mérites. Cette joie du soir de l'élection présidentielle pour le président Roch-Marc Christian-Kaboré, cette satisfaction, cette joie qui lui permet de dormir, de réfléchir sur 5 ans ce qu'il va faire, c'est ce que ce maire-là va sentir. Ouais. C'est tout. Je crois que... des maires plus légitimes, c'est ce qu'ils sont. C'est le mot, c'est la légitimité. C'est l'homme qu'il faut à la... L'homme qui a été choisi par les populations. Maintenant, est-ce qu'il faut à la place qu'il faut? Ça, c'est le choix de chacun. Et comme l'a dit tout à l'heure le président Barry, la fierté d'avoir participé au vote. Et à la fin, vous laissez avec le suspense de savoir pour qui vous avez voté le soir. Et non que des gens vont se retrouver dans une salle avec un coût de millions et on déporte certains hors de la zone pour ne pas avoir le quorum. Et toute la nuit, on séquestre certains. S'il vous plaît. Et ensuite, le village est divisé. Un maire plus légitime, les choix de l'électeur qui est respecté. Oui. C'est cela l'avantage? Tout à fait. Un maire plus légitime, je dis bien plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre pour gouverner. Parce que quand c'est des gens qui partent se réunir, à qui on a donné instruction de vous faire et de vous élire, on vous dit, bon, mais vous allez prendre un tel comme premier adjoint, que peut-être vous ne voulez même pas, parce que vous savez qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire. Après, vous le prenez comme premier adjoint, on vous impose des adjoints. Vos marges de manœuvre sont réduites. Et quelqu'un vous dit, attention, c'est grâce à nous que vous êtes maire. Alors que vous êtes maire de toute une population. Et quelqu'un vient s'arrêter et dit, attention, c'est grâce à moi-même. Il y en a qui vont vous dire, c'est grâce à moi. Je suis allé dans le bureau du camarade président, je lui ai dit, il faut que tu votes. Attention, sinon ça devait être un truc. Tu peux pas, mais c'est comme il a dit. Vous n'avez pas, le maire, il n'y a pas cette fierté-là, cette joie d'avoir gagné. Maintenant, vous marchez, tout le monde dit, c'est le parti qui l'a choisi, c'est le parti qui l'a désigné. Donc, ça pose un problème. Et en même temps, même dans les délais, et en général, les municipales, c'est dans le mois de mai.
le mois de mai passé, les résultats sont dépouillés. On a tout le mois de juin pour connaître les... Voilà. Et après, les conseillers vont se réunir. Les hauts commissaires, les préfets vont faire le tour pour les installer. Ouais. Et après, c'est la sortie, comme on appelle ça, l'installation officielle. Commencer maintenant à tenir le premier conseil municipal. Commencer à élaborer le budget. Ouais. Il n'a même pas un programme de développement de la commune déjà. Puisqu'il ne vient pas avec ça. Ouais. Et pendant la campagne, vous posez la question aux conseillers municipaux qui sont candidats. Sur leur programme, ils disent qu'il n'y en a pas, ils sont en mission. Ouais. On les a choisis. On les a choisis. Qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, il y a des candidatures qui s'improvisent les jours même du choix du maire. Et même le jour du choix du maire, à la dernière minute, on change. Ouais. À l'arrivée, on dit non, lui, on ne veut pas. Non, il n'a pas. Et c'est à l'an plus 1 ou à l'an plus 2 que le maire commence déjà à dérouler son programme. 6 mois après, il commence à préparer la prochaine élection. Ouais. Il ne peut pas travailler. Il n'a pas pu travailler. Mais ailleurs, vous avez des maires qui ont 10, 15, 20 ans et tout le monde est content. Chaque année, les gens viennent les lire parce qu'il fait un bon boulot. Et pour le battre, il faut se lever matin bonheur parce que ce qu'il a fait là, si vous n'êtes pas sûr de faire deux fois mieux que lui, c'est même pas la peine de prétendre à la mairie. Ce que Daniel a souligné, c'est fondamental. Vous exprimez une volonté et au finish, cette volonté est trahie. Ouais. À cause de cette vaste opération de corruption qui... Il a parlé des conseillers qui sont séquestrés à la limite. C'est une véritable séquestration. Moi, je peux dire que j'ai subi la même expérience en son temps en tant que président du parent pour les élections de 2016. Théoriquement, avec le jeu des alliances, quand nous étions... En tout cas, je pense que quand j'étais le responsable du parent, étant de la majorité, il y a eu une réunion au cours de laquelle on a déterminé logiquement les partis qui devraient obtenir la mairie. Donc, nous, on s'en sortait, non, pas dans le dos de l'électeur, c'est-à-dire avec le jeu légitime des alliances. Parce qu'on ne peut pas écarter les alliances dans le jeu politique de la proximité électorale. Donc, avec le jeu des alliances, nous étions avec le parti au pouvoir. En principe, la mairie devrait nous revenir dans 3 communes. Parce qu'on était majoritaire en termes de conseillers municipaux. Donc, au sorti de la réunion, moi, j'étais satisfait. Avec ma naïveté politique, j'ai commencé déjà à voir comment on peut organiser une petite fête. Ouais. Et à ma grande surprise, lorsque les élections se sont tenues, des 3 mairies auxquelles on devait s'attendre, nous avons eu 0 mairie. Ouais. Donc j'ai été très offusqué. Je me suis permis d'appeler l'un des responsables du parti au pouvoir. J'ai dit, ben grand frère, je ne comprends pas. Il y a eu un accord au terme duquel le parti de la majorité qui a le plus grand nombre de conseillers devait être soutenu par les autres partis afin d'obtenir la mairie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont vos propres éléments qui ont engagé des manœuvres pour nous arracher la mairie. Donc vous avez eu des conseillers qui ont été achetés. Mais naturellement, ils ont été achetés par ceux avec qui nous étions en alliance. Le grand frère en son temps me dit, petit frère, ça ce sont des indisciplines et nous allons les sanctionner. Mais en quoi est-ce qu'une sanction peut résoudre le problème? Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends ces sanctions. Donc c'est pour dire à quel point, généralement, avec le jeu de la corruption électorale, la volonté de l'électeur est trahie. Et avec le nouveau suffrage que nous voulons implémenter, je pense que ça peut contribuer à résoudre le problème. Je voudrais... Oui, allez-y. J'ai omis de parler un peu d'un avantage, ce n'est pas des moindres, c'est les candidatures indépendantes. Ce scrutin, ce type de scrutin va beaucoup aider les candidatures indépendantes. Et va donner une place. La réflexion en cours, je n'aimerais pas m'y aventurer, je crois que les politiques vont bien réfléchir là-dessus, mais l'ancien scrutin à liste bloquée consistait à dire, et j'aime toujours penser cet exemple de Kamti, excusez-moi, c'est l'une des plus grandes communes en termes de village, il faut te trouver 250 indépendants comme titulaires, te trouver 250 indépendants comme suppléants, ça te fait 450 à 500.
Ça, c'est pratiquement parfois la base de certains. C'était impossible. Ce n'est pas des indépendants, alors. Il faut trouver les thèmes qu'il faille. Je pense qu'il fallait peut-être parler de candidatures individuelles et qu'il faille réfléchir à fond sur ce qu'on appelle candidature indépendante au niveau local. Sinon, ce n'est pas possible d'aller scruter en liste. Vous pouvez être candidat indépendant au niveau national, vous pouvez être président du FASO, mais au niveau des législatives, encore, il faut te coller à quelqu'un d'autre. Il vaut mieux avoir une machine de parti que de croire quand on appartient à une liste, il est difficile de dire qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. Et puis ensuite, comment est fait la cohésion, la coordination? Il y a forcément là-bas quelqu'un qui est chef des files, etc. Ouais. C'est compliqué. Donc on n'a pas bien compris cela. Tant qu'il y aura des élections avec des scrutins à liste, c'est difficile de parler d'indépendance. Ouais. Parce que si nous sommes 20, on n'est plus indépendant. Ça fait 20 indépendants, ce n'est plus de l'indépendance. Le suffrage universel direct au municipal pourrait favoriser les indépendants, comme il est dit? Oui, ça pourrait favoriser les indépendants, mais comme il a dit, c'est de revoir les textes. En fait, les partis politiques n'avaient pas voulu les candidats indépendants. Ils n'avaient pas voulu parce qu'ils craignaient la concurrence, connaissant aussi la capacité de certains acteurs de la société civile à pouvoir inverser la tendance dans certaines localités. Et en bétonnant les textes comme ça, ils savent que, comme il a dit, pour une localité comme Kamti, il faut le parcours du combattant pour avoir toutes ces personnes-là qui peuvent d'abord accepter aller avec vous, qui auront le courage de quitter leur parti politique, aller avec vous, et aussi les faire gagner. Donc, ce n'est pas du donné, et ça va demander une débauche d'énergie, comme on appelle ça, grande. Donc, en mettant ces garde-fous, uninominal, c'est un boulevard pour les indépendants. Puis en mettant ces garde-fous-là, ça limite les candidatures indépendantes. Vous voyez que presque tous les candidats indépendants se sont cassés les dents. Ah oui. Tahirou Barry, est-ce que vous craignez les candidatures indépendantes? Il a fallu de politiques qui... C'est pas une question de société civile qui veut être indépendante. Il faut aller vous avez des personnalités à Boua, Ouaga, en France, etc. Même au village. Des opérateurs économiques qui peuvent concurrencer des attitudes de certains, pas ceux comme Barry. Vraiment, être en politique, ça ne fait pas bien de se faire voir dans le village comme étant en politique. Nous sommes en train de travailler à ce que, je crois, on essaie de mettre un peu une certaine valeur, une certaine valeur à la politique. Lorsqu'on voit un politicien, qu'on dit, voilà quelqu'un qui vient, je cours vers lui pour chercher à négocier, à faire du plaidoyer, tel. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous avez des partis politiques qui déposent leur liste à 23h59. Oui. Même le parti au pouvoir, 23h50. Il n'y a même pas confiance par rapport aux gens qu'on a mis en place. Donc c'est pour ça que les indépendants, ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. Tahirou Barry, est-ce que vous craignez la concurrence des indépendants avec ce suffrage universel direct? Je pense que c'est une saine concurrence. Quand on veut aller vers l'excellence, souvent l'adversité est une source d'émulation. Ça va même amener les partis politiques à développer davantage une véritable démocratie interne, à développer davantage l'option programmatique dans leur démarche électorale, parce qu'il ne suffit pas de créer un parti politique vide en termes de contenu programmatique. Et ça, l'action des indépendants peut amener les partis politiques à faire mieux. Alors, venons-en maintenant à ce désaccord qu'il y a eu au niveau du dialogue politique sur la période de prise d'effet d'une éventuelle modification du code électoral, donc dans le sens de faire de telle sorte que les élections municipales se tiennent désormais au suffrage universel direct. Et Tahirou Barry, c'est l'opposition qui souhaite que la période de prise d'effet soit 2027, ça veut dire que on organise les élections municipales de 2022 comme cela se faisait avant, quitte à ce qu'en 2027, on puisse passer au choix du maire au suffrage universel direct. Pourquoi? Bon, c'est très simple. Jean de La Fontaine disait que rien ne sert de courir, il faut simplement partir à point. Ici, il s'agit d'une réforme substantielle des règles du jeu électoral. Et pour cette réforme, il y a forcément des étapes de sensibilisation qui vont s'en suivre. Il faut amener l'électeur à comprendre le système, à s'approprier le système. Il faut amener la CENI à engager les opérations nécessaires pour implémenter la réforme. Sans oublier que la CENI a deux préoccupations. C'est quoi? C'est la révision des listes électorales conformément à l'article 50 du code électoral. L'enrôlement en lui seul peut prendre facilement 5 à 6 mois.
nous sommes à quelques mois de l'élection municipale, si ça doit se tenir en mai. Quel temps la CENI, qui est l'organe technique de mise en œuvre de cette réforme, aura pour faire l'enrôlement, pour mettre en place ces démembrements, former ces démembrements, amener les différents acteurs de la CENI à s'approprier du système afin qu'on puisse le mettre en œuvre sans conflit, sans remous post-électoral. Tout ça, ce sont des interrogations. Moi, je pense qu'il faut éviter de se précipiter quand il s'agit de mettre en œuvre des réformes structurelles, fondamentales, parce que comme on le dit, une règle de droit, pour être efficace, doit être reçue par le sujet de droit. Et pour que le sujet de droit reçoive la disposition, il faut qu'il soit sensibilisé, il faut qu'il soit à même de comprendre ces mécanismes en vue d'une meilleure efficacité. Merci Tahirou Barry. On sait que la position de la majorité est contraire à ce que vous venez d'expliquer. Alors malheureusement, la majorité n'est pas sur ce plateau pour vous répondre directement. Daniel Dagnan, pour vous qui êtes de la société civile, est-ce que les inquiétudes de l'opposition vous paraissent fondées? D'entrée de jeu, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir faire un débat société civile, opposition en face. Je crois que cette place était réservée pour la majorité. La majorité, ça fait quand même beaucoup de partis, beaucoup d'hommes que je connais très dynamiques et décidés. Je ne sais pas pourquoi un tel débat ne les a pas intéressés. Et nous, la société civile qui faisons le plaidoyer pour cette action, nous nous trouvons quand même un peu frustrés de ne pas avoir d'explication à donner. C'est aussi le principe de l'irrévocabilité qui fait son chemin ainsi. Toutes nos excuses, nous ne parlons pas à leur nom, nous faisons un échange pour mieux éclairer la situation. D'abord, je voudrais saluer en tout cas la position de l'opposition. Lorsqu'on fait du plaidoyer, on le fait envers ceux qui ont le pouvoir de décider. Toutes nos pressions, en guillemets, ou toutes nos actions d'explication, de clarification, de propositions, même de plusieurs scénarios, on l'a fait, on a les documents, on s'est retrouvé ce qu'on s'est demandé autour d'une question à peu près pareille. Et c'était pour nous expliquer. Mais nous nous réjouissons de savoir aujourd'hui que cela a été bien accueilli. Il y avait au début un peu de résistance de la part de l'opposition, puisqu'il fallait aller des alliés. S'ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas réussir à influencer l'autre. C'était nos alliés que nous avons convaincus certains et on est arrivé à convaincre tout le monde. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de savoir que franchement, ils sont partants. C'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à est-ce qu'on le fait tout de suite ou après, bon, les arguments développés par l'opposition, ce qui me surprend un peu, c'est exactement ce qu'on attendait qu'ils soient développés par le pouvoir. Nous n'avons pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ceci. Là, vous parlez à la place de ceux qui ont les moyens. On n'aura pas le temps de faire ceci, la Chine aura 5 mois. Non. Diriger, c'est sur 5 ans et il y a plein de choses dedans qu'on doit mettre en compte. Si depuis les élections passées, on a reporté à 1 an les élections de 2000, on n'a pas reporté en mai, on a reporté bien avant. C'est qu'on met les dispositions pour que tout aille bien. On n'attend pas à donner une minute à quelques mois pour dire etc. Moi, je m'attendais à voir peut-être ces arguments développés par ceux qui ont les moyens de mettre en œuvre ces dispositions. Sinon, c'est déjà bien. Vous voyez, je comprends un peu l'idée de reporter. Et rien que les 2 dernières semaines, la CODEL était sur 18 communes. À Yako, où j'étais avant-hier, c'était des applaudissements lorsque l'information est tombée. J'étais à Béguédo, où ils ont scellé la paix, des braves. Et à Broum Broum, ils se sont embrassés. Nous avons eu des larmes aux yeux. C'est ça la société civile. Lorsqu'on gagne des combats, on n'en parle pas. Les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas, j'aime toujours dire cela. C'est pour cela que observer la prudence n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, je voudrais dire que les 2 parties prenantes des élections qui doivent faire la sensibilisation citoyenne, l'éducation citoyenne, c'est les partis politiques, c'est la société civile. Malheureusement, les partis politiques ne le font pas. C'est comme si c'est l'État qui n'a pas de temps pour le faire. L'État ne fait pas cela. L'éducation citoyenne, c'est des tâches qui reviennent, je dirais même de manière principielle aux partis politiques. Mais parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, peut-être ils sont préoccupés par autre chose, que nous, la société civile, nous accompagnons. Nous sommes dans des dizaines, y compris les émissions radio, télé, en train d'informer. Si vous nous donnez la possibilité si vous nous dites que l'élection en mai
à partir d'aujourd'hui, déjà on est sur le terrain, on vous assure que les gens seront au courant de comment ça se passe. Ça, n'hésitez pas. Parce que reporter après, c'est comme si c'était des acteurs. Ça va, tu veux m'arrêter? C'est comme si c'était des acteurs actuels qui trouvaient menaçant les possibilités pour eux d'avoir la mairie en mai prochain. Donc, ajoutons 5 ans. Donc, comme ça, ceux qui sont aux affaires vont encore rester et peut-être ils ne sont pas sûrs d'avoir les 5 ans. J'essaie d'analyser parce que je l'ai entendu que depuis 2 jours, on n'a pas encore bien analysé. C'est à peu près ça. On ne reporte pas. Lorsque les gens décident de changer la Constitution à l'article 27 par-ci et 26 au Cameroun, ça, ils disent que c'est applicable à partir de ce jour-là et on ne compte pas ce qui est passé derrière. Pourquoi pour ce point-ci où le... On ne peut pas différer l'application selon vous. Voilà, pour moi, il faut passer de réagir automatiquement sur cette question, sur les inquiétudes de l'opposition. Je comprends en partie les inquiétudes de l'opposition. Du moment où moi, électeur, je ne sais pas sur quel scénario je dois voter. Alors que cette question principale de mon point de vue doit être réglée. Si on maintient, je vais voter comment? Vote lié ou bien c'est le scénario dont j'avais expliqué? Moi, citoyen, j'ai besoin de savoir. Et quand la société civile viendra me faire une sensibilisation que j'aurai la possibilité effectivement de pouvoir voter en toute liberté, que mon vote final va compter, j'arrive et c'est ça, j'ai dit mais ils m'ont trompé. C'est comme quand la carte d'électeur biométrique est arrivée au Burkina. Il y en a qui ont pensé que c'était une carte, c'était un vote électronique. Oui. Il y a beaucoup qui se sont trompés, se sont fourvoyés. Si le jour des élections, ils se rendent compte qu'en réalité, ce qui a changé, c'est parce que la carte est biométrique. Et puis, dit, mais on a vu des cas comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si à la conclusion de ce dialogue politique-là, le scénario type avait été effectivement arrêté, là, j'allais dire que l'opposition est en train de nous envoyer, comment on appelle ça, dans le décor. Mais aujourd'hui, moi-même qui veux voter dans le contexte, comment on appelle ça, dans le mode suffrage universel direct, je ne sais pas sur quel scénario on vote. Et l'opposition a dit, pour la question de scénario, comme puisqu'ils ne se sont pas entendus, la majorité de l'opposition ne se sont pas entendus, et comme c'est un point qui ne fait pas l'objet de consensus, bon, on décale ça, en attendant que le chef de l'État tranche ou quoi. Donc, et ça, c'est très important. De mon point de vue, parce qu'il y a 5, il a dit, 5 scénarios qui se sont dégagés. Finalement, c'est sur 2 qui n'arrivent pas à s'entendre, alors qu'il faut s'entendre sur un pour qu'on puisse aller au vote avec. Sinon, sur la question de la communication, de la sensibilisation, ça, de mon point de vue, ça ne devrait pas être un problème. J'ai même posé la question au début. À qui appartient la prérogative de trancher sur cette question maintenant? Bon, sur la question des scénarios. La réflexion doit se poursuivre et je pense que à l'échelle de l'Assemblée nationale, il y a encore une autre étape d'analyse de la réforme. Mais avec mon frère et ami Dayen, je crois qu'ici, il faut qu'on soit sincère. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère, non, je parle en termes d'appréciation de la réforme. Oui. Techniquement, la CENI n'est pas prête pour mettre en œuvre la réforme dans les délais impartis. Demandez au président de la CENI, demandez à tous les commissaires, ils vous diront que ce n'est pas possible techniquement dans les délais actuels. Il faut essayer de préparer le matériel, former les équipes. Ça, minimum, c'est 6 mois. Mais ce qui pose problème concrètement, techniquement, je reviens. L'élection, c'est au mois de mai. Maintenant, les aspects qui n'ont pas été clarifiés et qui mériteraient d'être tranchés au dialogue politique pour qu'on puisse espérer éventuellement une mise en œuvre de la réforme, c'est la question, par exemple, du nombre de conseillers favorable au maire. Si le maire, par exemple, n'a pas le nombre requis de conseillers dans le conseil municipal, le problème qu'on a voulu résoudre demeurera posé, à savoir l'instabilité des conseils municipaux. Vous, par exemple, vous êtes de la société civile, vous venez vous présenter aux élections pour être maire de la commune de Broum Broum. Non. Une société civile ne peut pas se présenter selon les textes. En tant que candidat indépendant. Vous venez en tant que candidat indépendant. Ceux qui le font, ils biaisent aussi les débats. Une liste de regroupement d'indépendants. Voilà, vous êtes dans cette liste pour la commune de Broum Broum. Oui. Mais il s'avère que, bon, je dirais que c'est le MCR
qui a la majorité des conseillers. Votre exemple est bien. Supposons que sur 50 conseillers, le MCR a 30 conseillers et vous vous retrouvez avec 20 conseillers. L'instabilité demeure posée. Mais ça n'a pas été résolu par la réforme, en tout cas à ma connaissance. Pas le dialogue politique. Attention, il y a la question des pouvoirs du maire qui doit être également apprécié. Parce que si réforme il y a, il faut que les pouvoirs du maire aussi soient réaménagés. Dès lors qu'il a la légitimité populaire, il faut qu'il ait plus de manœuvres pour pouvoir opérer un certain nombre d'actions. Ça n'a pas été réglé. Il y a la question de l'intérim en cas, par exemple, de démission du maire, en cas d'indisponibilité, en cas Merci Tahirou Barry. Ça n'a pas été résolu. Vous voyez, peut-être la police des débats a fait qu'il est tombé directement là-bas. On n'a parlé que des avantages, on n'a pas parlé des inconvénients. Je voudrais vous dire, mais tout cela fait partie de la réflexion et tout ceci et tout ce que vous dites, les réflexions ont commencé depuis longtemps. Je pourrais vous donner les appréciations de la société civile. Mais non tranchées actuellement. Non, j'arrive, nous on ne tranche pas. Vous voyez, la société civile, c'est la société qui lève le lièvre. La presse poursuit et il appartient à l'État de l'abattre. Nous n'avons pas le droit de faire. Alors, je ne voudrais pas venir sur ces points-ci, mais c'est très important. Nous réfléchissons sur les inconvénients de cette option, s'il y en a. N'oublions pas aussi que ça va développer le journalisme, le tribalisme. Ah oui, aujourd'hui on est là, vous allez vouloir être maire à Bouroum, on va vous dire que vous n'avez pas de Bouroum. Ah, comme c'est le Bouroum qui est notre exemple aujourd'hui, etc. La réflexion est en cours, et j'insiste, j'ai dit, il appartient à l'État. Si l'État aujourd'hui dit qu'il sera prêt, nous on ne voit vraiment pas, puisque ça n'arrange pas lui aussi. Pour une fois où on ne s'attendait pas qu'il soit l'État. Donc, revenons un à un. D'abord, il faut résoudre la question de la révélabilité du maire. Parce qu'effectivement, un maire qui est élu comme ça, est-ce que le conseil municipal est à même de choix? Deux, il vient de donner un bon exemple. S'il n'est pas majoritaire, qu'est-ce qu'on fait? Les questions d'intérimat ne sont pas encore résolues, etc. Mais nous pensons que si la décision est prise, telle que vous l'avez dit, nous sommes d'accord pour le choix universel direct. Le reste, ça se décide aujourd'hui, on ne parle plus de 6 mois. Ça se décide aujourd'hui. Et pendant qu'on fait l'enrôlement, la sensibilisation se poursuit et les préparatifs se poursuivent aussi pour que la CENI mette en place ce qu'il faut pour le 22 mai prochain. Pour nous, plus on retarde, plus on sait qu'on veut reculer pour l'arrêter. Est-ce que c'est une stratégie? Alors, techniquement, quand Tahirou Barry dit par exemple que la CENI n'est pas prête, est-ce que ce qu'il y a lieu de changer aujourd'hui, c'est au niveau des bulletins? Des bulletins à confectionner, c'est tout. Mais la sensibilisation, c'est une tâche qui appartient aux OSC et aux partis politiques. Le président de la CENI a été auditionné au dialogue politique, c'est vrai ça. Maintenant, peut-être qu'il s'exprime sur la base de ce qu'il lui a dit. Peut-être qu'on va lui demander plus de précision. Voilà. Sinon il a dit le point consensuel, c'est qu'on va au suffrage universel direct. Mais comment? Ça, c'est pas tranché. Et moi, pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le comment. Parce que mon maire, que j'ai choisi, il n'a pas la majorité. À la session budgétaire, il fait comment? S'il est bloqué, comment il fait pour gérer? Donc il y a ces garde-fous-là que moi j'ai besoin aussi. Moi j'ai aussi besoin de savoir que le maire compétent que j'ai élu, qui n'a pas la majorité, est-ce qu'il y a des garde-fous qui lui permettent de gérer pour que ma commune puisse marcher? Et moi, citoyen, je ne les ai pas. Donc je ne peux pas aller en toute sécurité à une élection comme ça. Le point non consensuel qui a été publié, c'est la date. On ne nous a pas dit les modalités. Non, mais les raisons de la date, c'est parce que le scénario n'a pas encore été tranché, qu'ils ont dit, comme ces éléments ne sont pas encore réglés, on décale le temps de les régler. Vous savez, les échanges autour de ça, c'est comme ça que moi j'ai compris. Vous savez comment ça se passe? Les documents sont disponibles il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Attendez, l'option d'abord d'aller au suivant universel direct, je ne dis pas que c'est une victoire, mais c'est déjà quelque chose d'important. Les dates, je vous dis bien, je ne tiens pas tellement bien aux dates. Pour moi, le plus important était, oui, nous sommes d'accord. Parce que pendant longtemps, on disait, on a eu des rencontres où des représentants de l'opposition ont failli quitter la salle. Nous sommes d'accord, 2021, 2027, c'est quand même très loin, non? Tahirou Barry, si aujourd'hui la majorité pense que c'est possible d'y aller, est-ce que voilà, c'est quand même à la majorité qui a les moyens d'action, d'accompagner la CENI dans ce sens? Voilà. Non, moi je pense qu'il s'agit ici d'un intérêt national qui va au-delà des considérations partisanes. Exact. Nous ne sommes pas dans le clivage majorité-opposition. L'opposition a été dans ce dialogue politique avec à l'esprit de faire des propositions pour servir la démocratie. Nous disons
matériellement et techniquement, en tant que société civile, vous pouvez vérifier. Au stade actuel, matériellement, techniquement, dans les délais impartis, la CENI ne peut pas relever le défi de l'organisation des élections avec cette réforme. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Deuxièmement, quand il s'agit de précision sur la mise en œuvre de la réforme, cette précision n'existe pas. Mais c'est à qui de le faire, à qui de faire cette précision? C'était au dialogue politique, vous avez eu l'occasion, vous ne l'avez pas fait. Contrairement à ce que vous dites, la communication n'est pas aussi aisée que ça. Pour pouvoir convaincre l'électeur, pour pouvoir obtenir l'adhésion de l'électeur. Nous, Dieu nous a permis de fréquenter jusqu'à l'université, mais vous avez vu que les Bernard Bougouma et autres journalistes ont dit que l'opposition a claqué la porte du dialogue politique. L'opposition en réalité n'a pas claqué la porte du dialogue politique. L'opposition a suspendu le dialogue politique pour réfléchir sur les propositions de scénario. On a eu des difficultés pour comprendre. On a eu des difficultés pour comprendre. Et maintenant, nous, on nous dit de faire accepter à l'électeur en un temps record ce que nous avons eu assez de temps pour comprendre avec notre niveau. Excusez-moi, le système actuel est plus difficile à comprendre. Le système actuel est plus difficile à comprendre pour un paysan que celui que nous proposons d'élire le maire directement le jour où il va voter. Il y a quelque chose. Non, le scénario actuel en cours qui consiste à voter des conseillers, c'est plus difficile pour le président de comprendre. Alors, excusez-moi. Il s'agit d'un changement. Excusez-moi. Quand il y a changement, il faut une belle campagne de communication. Merci Tahirou Barry. C'est que s'approprier. Merci Tahirou Barry. Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus sur les détails. Et Bernard Bougouma, quand on suit un peu de près, est-ce que c'est pas toute la classe politique qui n'est pas prête à ce qu'on applique les suffrages universels directs à l'élection 2022. Non. Parce que s'il y a des points aussi importants sur lesquels il n'y a pas eu consensus et qu'on décide de tenir le dialogue en 2 jours et pour se séparer, est-ce qu'on voulait vraiment préciser consensus. Oui. Ça dit que ça n'a pas été examiné et traité. Voilà. Pourtant vous auriez pu étendre le dialogue en une semaine au lieu de faire 48 heures et puis se séparer. Au dialogue politique, ce que le gouvernement nous a dit, c'est de nous inviter à nous prononcer sur les principes. L'élection du maire au suffrage universel, la question de la circonscription électorale, la commune ou le village ou le secteur, et puis le reste, pour lui, ce sont des aspects techniques qui vont être appréciés. Mais nous ne pouvons pas donner, qui vont être appréciés par les techniciens. Mais vous imaginez, si nous, on se prononce simplement sur ces questions de principe, et puis après, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour vider les principes même de leur substance, ça pose problème. Est-ce qu'il n'aurait pas donné plus de temps? Il n'aurait pas fallu donner plus de temps au dialogue politique pour régler ces questions, pour qu'on puisse y aller à partir de 2022? Donner plus de temps au dialogue politique, ça je souscris à cette idée, pour pouvoir effectivement vider ces choses-là. Mais si c'est dire que la classe politique n'est pas prête et qu'elle ne veut pas... Non, pour 2022, je vais dire pour 2022. Je ne partage même pas cet avis parce que la majorité dit qu'elle veut même 2022. La majorité l'a dit. Moi non plus. Mais la classe, l'opposition, quand on parle de la classe politique, on parle de la classe politique dans son ensemble. Oui. Et la majorité, et comme on appelle ça, et ce que l'opposition dit, elle est prudente dans sa démarche. Et moi, j'ai dit, moi-même, je suis électeur. Sur ce plateau, je suis électeur. Je ne parle pas en tant que chroniqueur, je parle également en tant qu'électeur. Quand vous me dites que vous partez, toute la classe politique a consenti d'aller au suffrage universel direct pour le choix du maire, comment moi je vote? Par rapport à mon maire, comment est-ce qu'on y travaille? Comment on règle le pouvoir ou les pouvoirs du maire? Est-ce que le maire sera élu 5 ans renouvelables une fois, ou bien s'il fait 10 ans, on lui dit de partir? Est-ce que ça va être un septennat? Moi, j'ai besoin de savoir tous ces détails. C'est la raison pour laquelle je dis que la classe politique n'est pas prête. Parce que faire l'option sans définir les modalités, ça veut dire que pratiquement l'option n'est pas applicable. Si les modalités ne sont pas définies, c'est que tu devenais pour terminer, j'ai bien suivi M. Gilbert Noël-Ouedraogo, qui était coprésident, qui a dit que eux, quand le sujet a été mis sur la table, ils se sont accordés pour aller au suffrage universel direct, l'opposition était d'accord, et puis bon voilà, et même pour 2022, l'opposition était d'accord. Je parle sous votre contrôle. C'est ce que M. Gilbert Ouedraogo a dit sur le plateau. Maintenant, il a dit, ils ont maintenant cherché à savoir, de faire des suffrages universels directs,
qu'est-ce qu'il en est. Et c'est à l'explication qu'ils se rendent compte qu'en réalité, c'est un vote lié. Et moi-même, pour moi, je ne suis pas d'accord pour le vote lié. Oui. Et ça n'a pas été tranché. Si vous sortez et puis me disent un vote lié pour un suffrage universel direct, je vais dire que même l'opposition m'a dribblé avec la majorité en même temps. Je mets la classe politique en son temps en même temps. Moi, en tant qu'électeur. Dans ce cas, ça veut dire que peut-être si on avait donné plus de temps au dialogue politique, cette question aurait pu être tranchée. Et puis, je voudrais donner la précision de mettre en œuvre la réforme. Voilà. C'est pourquoi on demande le report. J'ai dit à l'introduction de cette question, rien ne sert de courir, simplement partir à point. Si on se précipite, on va encore créer les problèmes qu'on a voulu éviter. Oui. Donc finalement, c'est tout le monde qui n'est pas prêt par la CENI. Parce que la CENI, c'est que la CENI a fait, c'est au niveau de l'impression des bulletins, c'est là-bas qu'il y a un grand changement. Non, il y a 2 urnes. Oui, mais ça, ce sont des aspects. S'il vous plaît, les questions d'urne, n'en parlons pas. Même si elle dit ça, c'est fait l'année jour, ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit, moi, ce que je tire un peu comme leçon, c'est que lorsque le dialogue politique peut se réunir pendant 1 semaine, 10 jours, et vous travaillez sur la base des documents qui vous sont soumis, je ne suis pas sûr qu'on accepterait d'aller au suffrage universel direct si on ne connaît pas le contenu. Des documents de plusieurs pages existent, qui nous ont été présentés en tant que société civile par le BATD. En 48 heures, on savait pertinemment tous les scénarios sont expliqués. Pour moi, lorsque vous vous retrouvez, c'est qu'il pose sur la table la question de la régularité, c'est-à-dire un peu de l'obligation de rendre compte et il doit à qui. Comment est-ce que les conseillers peuvent sanctionner, entre guillemets, le maire en cas de quelque chose qui n'est pas politiquement bien. Ensuite, comment ça va se passer? Pour moi, c'est comme ça le dialogue politique. C'est pas venir dans les grandes idées et dire, bon voilà, écoutez, voilà ça d'abord et puis on va faire ça. Je suis désolé, mais il faut voilà, la copie. Vous qui avez été président, il faut mettre le temps qu'il faut pour les choses qui concernent les citoyens. Vous êtes en train d'apprécier un seul aspect de mon intervention. Non, c'est pas vous la J'ai dit... Non, on veut dire que le dialogue politique je veux dire même l'intervention. Ne prend pas assez de temps sur des choses sérieuses. Si j'ai bien compris, les conclusions que vous voulez tirer, je pense que vous n'avez pas compris ce que moi j'ai voulu dire. Même si on accordait 10 jours au dialogue politique pour traiter de cette question, je vous dis techniquement, la CENI ne peut pas, dans les délais impartis, sauf à proroger le mandat. Le problème, c'est que vous ne nous expliquez pas quel est le problème technique qui se pose. Mais c'est ce que je vous dis. Si déjà on ampute 5 à 6 mois dans le temps de liberté de la CENI, quel est le temps qu'il faut pour s'approprier même de la réforme? Je ne comprends pas l'appropriation. Moi, je m'approprie déjà. Parce que ce que la CENI doit faire, le changement majeur au niveau de la CENI, c'est au niveau des bulletins et des urnes peut-être. Au niveau de la CENI, il n'y a pas de problème technique qui peut se poser. L'éducation citoyenne se poursuit. Si les scrutins changent. L'éducation citoyenne se poursuit en même temps que la CENI fait son travail. Et les impressions se poursuivent. Quel est le problème technique? Prenons le cas des démembrements de la CENI à mettre en route. Vous savez qu'après la fin de chaque élection, c'est une obligation de mettre en place de nouveaux démembrements parce que le mandat prend fin avec la fin des élections. Mais cela n'est pas lié au suffrage universel direct. Oui, mais écoutez, quand on parle de la CENI, l'organe de mise en œuvre des actions de la CENI, c'est quoi? Ce sont les démembrements. Mais il faut les renouveler, il faut les former, il faut les amener à s'approprier de la réforme. Mais c'est pas de façon précipitée que ça peut se faire. Si les acteurs même de terrain ne maîtrisent pas la réforme, comme nous n'avons pas maîtrisé pendant tout ce temps, mais ça va être de la merde. Mais en 2022, en 2027, c'est pas sûr que cette question puisse être tranchée. Parce que le personnel de la CENI va changer. En 2027, la question du report n'a pas été posée au dialogue politique. Il ne nous appartient pas de demander à ce que le report soit proposé comme solution. Nous avons dit, techniquement, c'est difficile de mettre en œuvre la réforme pour avoir les résultats que nous souhaitons. Merci, c'est terminé. C'est terminé donc pour ça fait débat aujourd'hui. Merci à vous, Tahirou Barry. Dans tous les cas, tout le peuple burkinabé vous suit pour voir comment est-ce que vous allez clarifier ces questions et quelles seront les modalités peut-être d'application de ce suffrage universel direct au municipal, que ce soit en 2022
ou en 2027. Je parle sous le contrôle de la société civile. Non, même si merci à vous. Merci à vous, Tsaïrou Barou, pour votre contribution à ce débat. Merci également à Bernard Bougma. Merci à Daniel Dagnan. C'est tout donc pour ça fait débat aujourd'hui. C'est également tout pour 7 jours dans la savane. Merci à tous de nous avoir suivis.